Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à notre émission Livre à Palabre et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mabel Had, qui est connu sur plusieurs casquettes, mais que j'invite aujourd'hui comme étant poète, puisqu'il a publié en 2004 aux éditions Comédite, si je ne me trompe, son premier livre qui s'appelle Kaolulamano, donc son recueil de poèmes qui s'appelle Kaolulamano. Et Mabel Had a un parcours atypique qui en fait donc un poète intéressant à découvrir, puisque tout d'abord, il a été formé pour être dans l'agriculture, pour être donc agronome ou je ne sais pas quoi. Et sorti de là, il s'est retrouvé gendarme. Il était surtout très engagé dans la brigade anti-drogue. Et c'est peut-être la proximité de la drogue qui lui a donné envie d'une autre drogue qui est donc la poésie. Mais avant d'arriver à la poésie, sur le plan professionnel, donc il a été gendarme, et puis à la retraite, il s'est retrouvé préfet du centre, et puis après la préfecture, il était adjoint au maire, qu'il continue à être jusqu'à maintenant. Et parallèlement, donc, il a publié ce Kaolulamano. Il a aussi d'autres activités artistiques. Il est photographe. Il a créé un club de calligraphes qui s'appelle Calcamar. Il anime également un blog, n'est-ce pas, sur la poésie. Et il fut membre fondateur, pour ne pas dire il est membre fondateur, du premier cercle comorien de poètes qui s'appelle le Cercle Pohori Kalam, qui est, disons, un héritage du Pohori de Baïtambri, ce grand sultan et grand poète comorien du XVIIIe siècle. Alors, suite à tout ça, mon cher Mabel Had, un proverbe français dit « Qui trop embrasse, mal étreint ». Est-ce que vos multiples activités ne vous empêchent-elles pas disons, d'atteindre l'excellence dans une des activités? Est-ce que, puisque vous faites trop de choses, est-ce que ça ne vous désavantage pas par rapport à une activité que vous auriez aimé en particulier développer? Certainement. Oui. Bonjour, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Merci, mon cher frère et ami Aboubakar. Je suis très heureux d'être là et honoré de participer à cette émission. Effectivement, pour revenir à la question, j'estime que quelque part, c'est beaucoup plus la poésie qui en souffre. Parce que entre ma vie de mari, d'auxiliaire de la justice, et vis-à-vis de l'écriture en souffre un peu plus. La preuve en est que j'ai un recueil qui est là, que je n'arrive pas à trouver le temps pour la publier, bien que l'éditeur m'attend toujours. Donc, je suis un peu éparpillé. Et bon, maintenant, je suis pratiquement sans travail, donc au chômage, je dirais. Donc, j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de la poésie. Oui, justement, j'allais aborder cette question, mon cher Had, en disant que donc, votre recueil de poèmes, ça fait depuis 2004. Et bon, beaucoup de vos lecteurs attendent une deuxième parole, puisque le premier s'appelle Kaolulamano. Et je commençais à me demander si vous ne faisiez pas comme Rimbaud ou comme Alain Fournier, qui sont en quelque sorte, Alain Fournier étant l'auteur du Grand Môle, tout le monde le sait, et qui n'a écrit qu'un seul livre, mais un livre qui est brillant et qui continue, n'est-ce pas, à intéresser les gens à travers les siècles. Donc là, dans votre intervention, vous venez de nous rassurer en disant que vous avez quand même une deuxième ouvrage, mais que vos multiples activités familiales et autres vous empêchent d'aller jusqu'au bout de la publication. Donc, chers téléspectateurs, rassurez-vous, il y aura donc Kaolulavili, je ne sais pas comment il va intituler ça, mais en tout cas, il y aura un autre recueil de Mabel Had et nous aurons le plaisir de savourer, n'est-ce pas? Pour vous compléter, j'ai publié des textes dans des anthologies, dans différentes anthologies, notamment les anthologies des poètes de l'océan Indien, dont vous-même, vous avez déjà été publié par l'Union des poètes réunionnais, dont l'année, il y a
2 exemplaires qui sont là. Oui, Donc pour dire que je continue quand même à me faire publier, mais pas individuellement. Tout à fait, mais ça veut dire que malheureusement ce genre de livres ne sont pas trouvables aux Comores, Oui, oui. Et les jeunes lecteurs comoriens ne peuvent pas accéder facilement Il à ce y a genre de livres. un exemplaire, il y avait un exemplaire à l'Alliance franco-comorienne et dans certaines écoles. Effectivement, comme vous venez de le dire, je suis vraiment touché parce que j'ai sorti Kaulula Mando en 2004. Mais Kaulula Mando est restée vivante. Et c'est grâce à Kaulula Mando que je me suis fait connaître au niveau national et au niveau international. Tout simplement parce que Kaulula Mando a été joué en lecture scénique, mise en espace par l'association de Hahaya, les amis de Hahaya, puis soumettre qu'il a mis en lecture scénique à Marseille et qui a fait une tournée littéraire en Europe, notamment jusqu'en Australie, avec des acteurs et des auteurs français. Kaulula Mando, des textes ont été joués par Sans blague en Afrique, notamment... Sans blague, c'est Idriss, disons. Idriss, en Afrique et à Madagascar, en danse chorégraphique. Donc, quand même, Kaulula Mando contient des textes qui ont toujours touché le public parce que je m'inspire de mon vécu. Je suis à la recherche de mon identité. Donc, à travers Kaulula Mando, je prospecte sur mon passé. C'est ça. Donc, vous dites en quelque sorte que Kaulula Mando intéresse pas mal d'artistes, chorégraphes et musiciens, etc. Et que même s'il y a beaucoup de temps qui est passé entre 2004 et maintenant, mais les gens, les spectateurs continuent à connaître, à fréquenter les textes de Kaulula Mando parce qu'il y a des textes qui parlent aux gens, ce qui est tout à fait normal. Donc, à présent, puisque vous avez parlé des autres activités par d'autres personnes sur votre œuvre, pouvez-vous nous parler, parce que à l'introduction, j'ai dit que vous aviez plusieurs casquettes, que vous touchez à pas mal de domaines, donc j'aimerais que vous nous parlez un peu plus de vos autres activités artistiques, et notamment les liens qu'il peut y avoir entre ces activités et la poésie, qui fut votre première activité artistique connue. D'accord. Je dirais que je commencerai par dire que le point commun au travers de toutes ces activités, c'est l'écriture. Parce que j'ai commencé par la photographie. Je suis venu à la photographie en fait grâce à un ami qui s'appelle Cheikh Saïdou, qui était de Msangani, qui était le premier à me prêter un appareil photo. À l'époque, c'était un 110 Kodak. Donc, j'ai pris goût à la photo. Et quand je suis arrivé à la gendarmerie, d'abord, quand je suis allé à l'école d'agriculture, j'ai créé le club de photographie de l'école, au lycée agricole de Lisson-Pétré. Donc, à partir de là, comme l'école a acheté des matériels, j'ai pu m'approcher du développement, le noir et blanc. Et puis après, quand je suis arrivé à la gendarmerie, je me suis spécialisé en police scientifique, c'est-à-dire la recherche du crime. Comment faire parler le mort, parce qu'un mort parle. Quand vous allez faire une enquête, vous interrogez le corps qui est là, qui est sans vie. Mais le corps porte des séquelles, porte des traces qui parlent d'elles-mêmes, qui vous disent qui a été l'auteur du crime, parce que l'auteur d'un crime signe son crime. Donc, à partir de là, j'ai fait la police scientifique. Et au travers de la police scientifique, j'ai développé encore plus mes connaissances en photographie, parce qu'après, je suis parti à Fontainebleau, à l'école des sous-officiers de gendarmerie, dans la section police technique et scientifique. Donc, j'ai amélioré mes connaissances en photographie de telle sorte que le rôle de l'acteur en police scientifique, c'est de faire parler la photographie. Parce que quand vous êtes sur la scène du crime, vous ne voyez rien, parce que vous êtes précipité. Vous essayez de regarder au travers de la photo pour identifier les choses que
dans le visus, dans la réalité, vous n'avez pas pu remarquer. Donc, faire parler la photographie et le corps du... Justement, Elhad, même si ce que vous dites là n'est pas très poétique, mais vous touchez à un sujet d'actualité, puisque vous savez très bien que ces derniers temps, il y a eu quelques événements, n'est-ce pas, criminels, qui interpellent d'ailleurs. Moi-même, j'étais en train de réfléchir sur un article où je disais qu'il faudrait effectivement créer et renforcer la police scientifique chez nous. Et là, vous êtes en train de dire qu'effectivement, cela peut se faire, puisque rien qu'avec déjà un appareil photo et une formation, on peut lire des indices qu'on ne voit pas de visu. Oui, parce que il y a toujours eu des gendarmes formés en police technique ici aux Comores. Je ne fus pas le premier. Il y a eu d'abord le lieutenant Voyage Mangarié qui est toujours en exercice. Maintenant, il y a Abdourahim aussi, un major qui vient d'être formé. Seulement, le problème qui se pose ici, c'est que les produits ne sont pas renouvelés. Moi, je me rappelle, j'étais agent, il y avait un vol qui s'est fait au Cefader. Donc j'ai fait les empreintes, le prélèvement des empreintes. Et quand je suis arrivé au tribunal, le dossier est parti au tribunal. À l'époque, c'était le juge Amada d'Ntudjini qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, qu'est-ce qui prouve que c'est la personne qui a commis le vol? C'était tout simplement parce que quand j'ai fait le prélèvement des empreintes, quand vous regardez sur la table là, il y a des empreintes qui sont là. Donc avec un scotch, vous relevez ces empreintes-là, vous les confrontez avec les empreintes de la personne. Les chaussures. Scotch, vous mettez un scotch là. Un scotch, vous prélevez ces doigts. Vous avez des doigts qui sont là, vous les prélevez, vous les analysez par rapport aux traces qui sont laissées sur la vitre et vous identifiez l'auteur. Moi, j'ai prélevé la chaussure de l'auteur du vol qui a eu lieu à Serehini, au Cefader, au Kader de Serehini. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un vide à l'angle. Donc ce vide-là s'est répercuté sur le verre, quand j'ai rapporté le scotch sur le verre. Donc, et on pouvait constater que la personne était gaucher parce qu'il appuyait un peu plus sur la chaussure de côté gauche et ça a permis de confronter et déterminer. Donc, il y a le matériel qui est là. Il y a des personnes qui sont formées, seulement, maintenant, il faut renouveler ces produits-là. À l'époque, on pouvait le faire parce que c'était la coopération française qui nous payait les produits. On était là, dans l'assassinat qui a eu lieu à Arc-en-Ciel, d'un Français qui a été tué. Donc, on a fait des prélèvements d'empreintes, des prélèvements de pneus, des prélèvements de taches de sang qu'on a pu vérifier et analyser. Ça a permis de déterminer la position du criminel. L'assassinat du président Ahmed Abdallah. J'étais avec le colonel, le commandant Ali Hamidou. On a pu déterminer la position des tireurs avec un bout de fil de fer. Donc, quand les moyens ne sont pas, il faut savoir le créer aussi. Parce qu'on n'avait pas le matériel pour déterminer la direction du tireur et la hauteur avec laquelle il avait positionné l'arme, mais on a pu quand même, avec un bout de fer 8, déterminer, orienter. Donc, il faut savoir créer. Voilà, donc vous appelez en quelque sorte les autorités à prendre au sérieux la police scientifique, absolument, à ne pas seulement compter sur la coopération française ou autre, et qu'effectivement cela peut permettre d'aller vite dans des enquêtes qui peuvent paraître difficiles. Merci Elhad pour cet aspect-là. Bon, maintenant on va peut-être parler d'autres aspects, oui, moins macabres. Et c'est là où j'ai fait le poème Gendarme, je suis gendarme. Ah, d'accord. Quand j'étais gendarme, j'ai écrit le poème aussi Liberté, parce que je me suis retrouvé à un service de maintien de l'ordre. J'étais chef d'équipe et je me suis retrouvé de l'autre côté. Il y avait mes camarades d'école. C'était à la place de station de port, là, à côté du port, café du port. Donc, de l'autre côté, j'avais ceux du quartier, les jeunes. Donc,
en partant de là, c'était au cours d'un problème entre deux villages, et en partant de là, j'ai écrit le poème Liberté. Donc j'ai quand même des poèmes que j'écris pendant que j'étais de gendarme. Quant à ce qui est de l'agriculture, effectivement, j'ai fait le lycée agricole de Lisson-Pétré. En partant de France, j'avais des rêves en tête. Mais quand je suis arrivé là, j'ai compris que je ne pouvais pas réaliser ces rêves-là parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas me permettre de les concrétiser. Donc j'ai travaillé 2 ans au CEFADER, j'étais responsable de la station avicole de Daché et je m'occupais de la préparation des Provix, l'alimentation des bétails. Donc là aussi j'ai écrit des poèmes dans le domaine de la nature. Donc à partir de là, c'est là que quand je suis parti dans la gendarmerie, j'ai fait la police scientifique, j'ai fait 22 ans de carrière dans la gendarmerie. Je me suis dit, écoutez, je dois aller voir ailleurs parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont besoin d'être recrutés, d'être formés. Peut-être aussi, si j'y vais, je bénéficierai d'autres expériences. Et c'est là qu'on m'a proposé la fonction de préfet. Oui, mais avant de venir à votre fonction de préfet, vous avez aussi passé pas mal de temps avec la drogue, contre la drogue. Oui. Oui. Et quelle expérience vous tirez de ça par rapport à la poésie, comme je l'ai dit tout à l'heure? C'est peut-être la proximité de la drogue qui vous a donné... Non. En fait, bon, la drogue, je me suis retrouvé là, effectivement, parce que j'ai estimé qu'il y avait, à l'époque, il n'y avait pas une si grande quantité comme maintenant, parce que on a commencé par le cannabis. C'était le cannabis qui était connu. En 1968, il y a un champ de cannabis qui a été découvert à Moélie. Donc, c'est là, en 68. Il y a longtemps. Alors. Donc, c'est là où débute l'histoire de la drogue. J'ai écrit un livre blanc qui s'intitule L'hypothético-déductif de la drogue, qui a tracé tout le problématique de la drogue dans notre pays et qui comporte aussi une proposition de politique nationale de lutte contre la drogue. Malheureusement, on l'avait commencé sous l'époque du président Taki. Jusqu'en 2004, les autorités ont laissé tomber cette politique-là. C'est pour ça que maintenant, les Comores sont envahis par beaucoup de drogues. Là, actuellement, ce qui est grave, c'est qu'on a de la cocaïne aux Comores. Des drogues dures. Des drogues dures. Donc... est-ce que cette cocaïne reste ou transite? Il transite. Mais partout où passe la cocaïne, il reste toujours un peu. Oui, bien sûr. Donc, la preuve, on a vu qu'on a une Comorienne qui a été emprisonnée à Maurice pour détention d'héroïne. Donc là, ça montre que l'ampleur est assez grande dans le pays. La cocaïne qui arrive ici part en France et à Mayotte. On a vu que dernièrement, il y a eu 800 grammes de cocaïne saisie à l'aéroport. Donc tout le temps, il y a de la cocaïne saisie à Mayotte et à Maurice. Donc ça transite. Mais l'expérience que j'ai eue par rapport à la poésie, on a tendance à dire que les artistes, les poètes consomment. Bon, c'est vrai que... Ça date de Baudelaire à l'époque. Mais je ne crois pas que nous, au Comores, on a besoin de ça pour créer. Parce que bon... Moi, j'étais encore mal placé parce que quand tu prends certaines responsabilités dans la gendarmerie, tu prêtes serment. Donc, ça, déjà, ça te fait peur, ça te donne la peur de ne pas faire certaines choses. En sortant de l'école de la gendarmerie, on t'amène au tribunal et le Kadi Djelan vient, il te donne le Saint-Coran, tu jures sur le Saint-Coran. Donc, j'ai jamais consommé. Ça, c'est aussi une question de morale aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des serments, mais qui sont plutôt des desserments. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est un poste auquel j'ai eu j'ai vu beaucoup de choses. Parce que c'est pas forcément ceux qui le filment qui sont les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est des gens bien placés, qui ont beaucoup de moyens, qui sont presque des intouchables. C'est ce que je dis toujours, qui que sont des milliardaires. Des milliardaires, c'est des gens qu'on n'imaginerait pas qu'ils sont les importateurs, ceux qui vendent la drogue. C'est des petits par rapport à ceux qui le font venir. Ce ne sont que des personnes de deuxième main. Absolument. Donc, j'ai pu m'apercevoir de ça. J'ai pu comprendre aussi que la situation est grave dans notre pays.
Parce que maintenant, on trouve des filles qui viennent te dire, comme ça au bureau, que j'ai besoin d'un joint, de la drogue pour fumer. Donc ça, c'est grave. On voit aussi, il y a les pressions aussi, des gens qui viennent te taper sur l'épaule pour te dire, écoute, c'est l'enfant du village, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi le régime, il ne faut pas le déranger. Donc il y a tellement de pression qu'on subit. Sans compter les risques de la corruption, où les gens absolument, très riches peuvent te proposer des Moi, j'en ai vécu des cas de corruption, des tentatives de corruption, des gens qui sont venus me voir à l'époque pour me dire qu'ils sont prêts à me donner tout ce que je veux pour que je puisse. Mais j'ai dit quand même, ce que je le fais pour Allah. Je ne le fais pas pour de l'argent, je ne le fais pas pour des individus. J'avais des jeunes, des frères, des petits frères à protéger. Et ce que je le fais pour Dieu. Très bien. Et Dieu m'a protégé jusque-là, Dieu merci. Donc, et c'est ça l'aspect poétique de la drogue, c'est qu'effectivement, ça nous apprend à voir la vie différemment. Et à comprendre certaines choses. Sans le fumer. Sans le fumer. Là, le seul avantage que j'ai eu de la drogue, je dois le souligner ici, c'est que je l'enseigne à l'université actuellement. Très bien. J'interviens au lycée, à l'université, à l'école de santé, pour préparer les infirmiers et les sages-femmes à mieux appréhender le problématique de la drogue. Ça me rappelle un livre de certains Pascalini qui, justement, rendait hommage à Mao, qu'il avait emprisonné, et il avait appris le chinois en prison, donc il enseignait à l'université. C'est un peu la même situation. Et puis ça m'a fait voyager sans fumer, parce que j'étais à plusieurs conférences internationales où j'ai rencontré les grands de la lutte contre la drogue. J'ai voyagé sans fumer. Donc ce chapitre étant clos sur la drogue, je voulais maintenant qu'on arrive justement à cet autre aspect artistique cette fois, qui est la calligraphie. Bon, vous avez parlé de la photographie, mais il y a un autre aspect qui est la calligraphie. Qu'en est-il? Pourquoi vous avez créé ça? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cet art-là? Il s'est avéré que à l'école primaire, j'avais un enseignant qui s'appelait, je me rappelle, Ahmed Swali. Ahmed Swali, qui était connu sous le pseudonyme de Mtewaro. Donc Ahmed Swali, c'est quelqu'un qui était rigoureux en matière d'écriture. Parce qu'on avait un jeu qui consistait à accompagner l'écriture. Donc il disait, pour écrire un I, je monte, je descends, je tourne et je mets un point. Donc à partir de ce jeu-là, ça nous a donné une écriture. Donc une belle écriture en soi. Et à partir de là, chaque fois on me disait, ah, tu as une belle écriture, viens écrire sur ce diplôme. Ah, tu as une belle écriture, on a besoin de quelqu'un pour aller écrire sur les passeports. Ah, tu as une belle écriture, ainsi de suite. Donc j'ai pris goût à la beauté de l'écriture. Et avec le temps, j'ai dû trouver qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aussi à l'écriture, notamment des jeunes de Hadouja, le quartier où je vis, et c'est avec eux, notamment Ambid et Omar, avec lesquels on est venu. Je leur ai dit, écoutez, vous avez un talent, mais vous ne tirez pas profit, vous ne l'exploitez pas. Autant s'organiser en association, et à partir de là, on peut justement travailler notre art, améliorer cet art-là, et pourquoi pas participer aux manifestations internationales. Eux, ils ont été dans le monde arabe, moi j'ai été en Europe, et notamment à Marseille et à La Réunion. Donc, on va aller un peu plus rapidement, puisqu'on me fait signe que le temps imparti n'est pas loin. Et je voulais maintenant, par rapport justement à votre première création, disons, qui est le Porikalam, le cercle Porikalam, dont on a évoqué tout à l'heure la naissance. Bon, donc les jeunes attendent, parce que vous étiez l'animateur, vous étiez l'organisateur, etc. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien, et tout le monde vient me voir, je dis, mais allez voir Elhad, c'est lui. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour réanimer cette activité, qui est ce club, qui est quand même, qui était bien assis à un moment donné? Effectivement, et il y a beaucoup de potentialités dans le pays en matière de création. Moi, je dirais que j'ai été autodidacte, je n'ai pas fait des études poussées en littérature, mais j'ai aimé la chose et j'en suis arrivé là.
notre ambition au niveau de l'association, dont actuellement tu es le président, puisque... C'était le Pori Kalam et le Kalam en même temps. Exactement. Donc, on avait pensé organiser une assemblée générale, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne demandent qu'à être encadrés. On devait nous investir dans les écoles. On l'a fait dans quelques écoles, notamment en Tsujini. J'étais en Tsujini, j'étais au lycée, j'étais dans différentes écoles, collèges. À Mohoro, je crois. À Mohoro, à l'école, à la coulée, la Fundi Mini Baraka, dans différents Abdulhamid. On a quand même mené des activités au travers de l'association, mais ils n'ont pas été visibles. L'association, on devait changer le bureau, mettre en place un nouveau bureau. On a des invitations, des projets avec des organismes, des associations au niveau international, notamment les échanges avec l'UDIR à La Réunion, mais aussi je viens d'être nommé ou désigné représentant de Europoésie, l'Union de poètes européens qui m'avait invité l'année dernière en France. Donc il y a beaucoup de perspectives, beaucoup de projets qu'on aurait pu concrétiser, mais on n'arrive pas à se réunir. Je saisis cette opportunité pour demander à tous les membres de se réveiller, de pouvoir nous retrouver, parce que déjà, l'association Lenga, qui est d'origine réunionnaise, mais qui s'est implantée à Mayotte et à la Grande Comore, et auquel je viens d'être désigné vice-président, compte demander, solliciter l'ensemble des poètes pour qu'on organise le deuxième festival de poésie nationale l'année prochaine. Ils auraient voulu le faire cette année, mais cette année, il y a le festival d'art, il y a la journée de la femme qui correspond avec la date de Mbaye Tambwe, à quelques jours près. Donc, on s'est décidé à organiser le festival l'année prochaine. Très bien, donc j'espère que l'appel sera entendu par tous les membres du Pori Kalam, pour qu'effectivement ils se ressaisissent et qu'on puisse enfin se réunir et remettre en place l'organisation. Bon, maintenant, avant de nous quitter, Elad, peut-être allez-vous nous offrir quelques bouquets de tes poèmes, oui. Un ou deux, pour terminer en beauté sur... J'aurais aimé dire un poème en comorien et un autre en français, oui. S'il vous plaît. En comorien, je veux, parce que le poème qui m'a fait connaître au niveau international, c'est là où c'est bizarre, c'est un poème comorien. Owao. C'est un poème qui est intitulé Paroles données, qui est dans le recueil, et qui dit que Mwamba nambe, samba mwambe. Bat samba mwamba yambe, hamba mwamba nambe. Ba mwamba boya hamba, hare mwamba, hahezwa mwamba. Sha, namsodo hamba nyuenza so hamba. Ba, uwawo, 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 wawawao, uwawo. Donc, c'est un poème dont la traduction est dans Kaouloulamal, mais que je laisserai à nos chères auditrices et auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de retrouver, intitulé Paroles données. Mais je préfère lire le deuxième poème qui est dans le recueil des poètes de l'océan Indien et qui va se retrouver dans mon deuxième recueil, Msomal. Donc, comme je vous ai dit, je m'inspire de mon enfance, de ce que j'ai vécu pour retrouver mon passé. Donc, Msomal, j'aimerais bien que chaque fois que je vais faire appel au cri, que tout le monde m'accompagne en disant Somalo, malo, somalo, ya, somalo, somalo, malo. Ils sont occupés dans leurs appareils, ils ne peuvent pas le faire. Oui. Somal. Haya somalo mtoto wa jin bahar huzimu.
Mtoto wa barabarani, tu te dis l'œuvre du bon génie, esprit de l'air, enfant des mers. Tu te crois tout permis, tant béni, promettant de l'espoir à l'éphémère. Tu émerges des entrailles profondes pour prétendre à tous les passe-droits, toi dont les cieux qualifient de fronde. Tu te métamorphoses et remplis les trois. Somalo malo, somalo ia, somalo, somalo malo, somalo ia. Tu fais exalter les ombres du mystère, cherche à influer sur le sens de Hertz, en exhibant, parfois exilant le sort austère, à coups de prière et à force de Hirz. Tu lis sur le néant le sens des destinées, sur l'irrationnel tu résous l'improbable. Tu dis détenir l'élixir au temps si estimé, ô toi l'exalté qui pénètre les sondables. Somalo malo, somalo ia, somalo, somalo malo, somalo ia. Toi qui sais lire dans le vol des nuages le sens des odeurs délectables et insensées, raconte-moi ce soir la légende des suages. Montre-moi le sens des signes de l'insensé. Je connais un ami qui le matin te dénigre pour arpenter les nuits vers tes divinations. Il te traitait d'ombre prélogique qui émigre et te qualifiait de fruit de la libre imagination. Somalo malo, somalo ia, somalo, somalo malo, somalo.